Jean-Pierre Trébert, ce visage est celui d'un innocent. Un innocent chez qui on a retrouvé 2 cadavres, celui de Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, mais un innocent tout de même. Un innocent qui a utilisé pendant des semaines les cartes bleues de ses 2 victimes, mais innocent malgré tout. C'est comme ça. Trébert s'est suicidé avant son procès, c'est la loi, il est innocent pour l'éternité. Ultime pied de nez d'un homme sur lequel on s'est beaucoup trompé. On a vu en lui un rustre, un homme des bois, une bête humaine. Il était beaucoup plus futé, beaucoup plus intelligent qu'on ne l'a dit. Sens, en Bourgogne, le 4 novembre 2004. Il est environ 15 heures quand la police reçoit la visite d'une jeune femme inquiète. Elle s'appelle Marielle L'Herbier. Elle est sans nouvelles de sa sœur de 32 ans, Katia. On est saisi de la disparition de Katia L'Herbier, dont la famille est venue signaler, dire au commissariat de police de Sens, il se passe quelque chose de pas normal, ma sœur ne donne pas signe de vie depuis le 1er novembre, elle n'a pas repris son travail, elle ne nous a pas appelés, elle n'a pas honoré les rendez-vous qu'elle avait. 2 jours plus tôt, Katia avait en effet promis à ses sœurs de garder les enfants pour la soirée, chez elle. Mais quand elles sont arrivées, Katia n'était pas là. On essaie de lui téléphoner. L'heure passant, on se dit qu'on n'allait pas attendre, surtout avec les 3 enfants qui étaient jeunes à l'époque sur place. Donc on convient de rentrer l'une et l'autre chez nous avec nos enfants respectifs. Et là, on commence toute la nuit à appeler. Mais Katia ne répond pas. Et le lendemain, l'angoisse monte d'un cran car ses 2 sœurs apprennent qu'elle ne s'est pas présentée à son travail, un foyer où elle est éducatrice. C'est quelqu'un de très ponctuel, de très assidu, qui planifie tout très à l'avance. Donc pour nous, c'est impossible, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal que... Enfin, moi, je l'ai jamais connu manquer une journée de travail. C'est le premier signe. Avec les enfants, jamais elle n'a manqué un rendez-vous, jamais elle a été, ne serait-ce qu'en retard, à un rendez-vous pour une activité qu'elle avait planifiée par avance avec eux. Sonia L'Herbier est la dernière de la famille à avoir parlé au téléphone avec Katia. C'était le jour de la Toussaint, le lundi 1er novembre, vers 13h. Katia passait le week-end avec sa petite amie, Géraldine Giraud, la fille du comédien Roland Giraud. Les 2 copines étaient à l'Apostole, un village à 20 km de Sens. La famille Giraud y possède sa résidence secondaire. Face aux policiers, Marielle L'Herbier conclut sa déposition par ces mots. « Je suis sûr que Katia est avec Géraldine et qu'il est arrivé quelque chose. » Quelques jours plus tard, il y a eu un autre signalement qui a été fait, cette fois auprès d'un service de police parisien par Roland Giraud, qui aurait signalé la disparition de sa fille, parce que lui aussi, ça lui paraît inquiétant dans la mesure où sa fille et lui avaient certaines habitudes qui n'ont pas été respectées. Et l'habitude, dans la famille Giraud, c'est de se téléphoner presque tous les jours. La dernière fois que Roland Giraud a parlé à sa fille, c'était aussi le 1er novembre. Elle était dans leur maison de campagne avec Katia, une conversation banale, et depuis, plus rien. Comme celui de Katia L'Herbier, le téléphone portable de Géraldine ne répond plus. La messagerie est saturée. Alors certes, Géraldine est une grande fille, elle a 36 ans. Mais ce silence inquiète Roland Giraud qui décide donc d'alerter la police. D'un seul coup, là, ça prend une ampleur différente. Roland Giraud, et heureusement pour lui, a un petit peu d'entre-gens, il est connu, il a un carnet d'adresses qui lui permet d'aller tout de suite, avec la même inquiétude que la famille L'Herbier, d'aller se rapprocher des plus hautes autorités de police dans ce pays. Et c'est le coup de pouce qui va être donné effectivement à l'enquête. Philippe L'Herbier, vous êtes le frère de Katia. Oui. L'idée qu'elle aurait pu disparaître comme ça, faire une fugue en quelque sorte, votre sœur ne pense pas que c'est possible sur le moment, et vous ?
Non, pas du tout. C'est un sentiment partagé par toute la famille, parce que c'était pas du tout dans son habitude. Et puis, Katia avait été dans sa 33e année, donc elle n'avait aucun compte à rendre à sa famille sur si elle avait eu envie de partir, par exemple, Mais elle l'aurait en voyage dit. ou autre. Oui, elle l'aurait dit, oui, sans aucun doute. Il y avait une relation entre vous qui faisait qu'on se parlait, quoi. Oui, tout à fait, oui. Donc l'idée qu'elle ait pu prendre une initiative sans vous en parler ne tient pas debout, quoi. Non, absolument pas. La famille, globalement, avait totalement accepté son homosexualité. Oui, tout à fait. Oui. Bien sûr, c'était pas du tout un tabou dans la famille. Vous saviez, Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. et elle s'en cachait pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu... elle peut pas avoir fui pour une escapade amoureuse dont elle voulait pas vous parler. Ouais, non, absolument pas. Non, elle ne l'aurait pas caché. Vous la connaissiez, vous, Géraldine? Non, moi, je l'ai pas personnellement rencontrée, non. Non. Mais vous saviez que Géraldine existait? Oui, tout à fait, oui. Elle la connaissait depuis quand? Environ 15 jours avant leur disparition, à peu près. Et vous savez comment elle s'était rencontrée? Oui, Marie-Christine les avait présentés, puisque Marie-Christine donc, est la tante de Géraldine, donc j'imagine qu'elle a dû venir voir un jour sa tante, et puis que Katia, étant la colocataire de Marie-Christine, je suppose qu'elles se sont rencontrées par ce biais-là. Oui. La mairie de l'Apostole placarde des avis de recherche et donne la description de la voiture de Géraldine Giraud. On fouille les environs, les bois de la région, à la recherche notamment de la Peugeot 206 de Géraldine. Pas de résultat. Un appel discret est lancé dans la presse locale. Les familles y implorent Katia et Géraldine de prendre contact. Le dernier appel téléphonique de Géraldine était à 20h10. Une amie qui l'avait appelée. Elles viennent apparemment de quitter l'Apostole, donc par la géolocalisation du téléphone, on sait que c'est couvert par le relais qui arrose l'Apostole. Et puis, brutalement, la conversation va s'arrêter. Et c'est le dernier signe de vie qu'on a d'elle, le 1er novembre, 20h10. La conversation entre Géraldine et son amie est brutalement coupée par une rupture de réseau, habituelle à la sortie de l'Apostole sur la route qui mène à Sens. Après cette coupure, le téléphone de Géraldine restera muet. Le portable de Katia, lui, est actif jusqu'au lendemain, le 2 novembre. On le localise pour la dernière fois en fin d'après-midi à 30 km au sud de l'Apostole, près de Villeneuve-sur-Yonne. Après, plus rien. Éteint, à court de batterie, détruit. Impossible de le dire. Si les téléphones portables ne fonctionnent plus, par contre, les cartes bancaires continuent à fonctionner. Les policiers constatent que les cartes ont été utilisées dès le 1er novembre dans la soirée. 2 retraits effectués au distributeur du Crédit Agricole de Villeneuve-sur-Yonne. D'abord 250 € avec la carte de Géraldine Giraud, puis 70 avec celle de Katia L'Herbier. Les collègues ont récupéré la vidéo du Crédit Agricole de Villeneuve-sur-Yonne. De l'argent a été pris, on ne sait pas trop, 21h50, 20h50. Il y a un problème d'horaire, parce que c'est juste la nuit du changement d'heure d'été à l'heure d'hiver. Donc ils font des recherches, distinguent à peu près 2 filles qui viennent au distributeur, dont l'une fume, on les distingue mal, mais il y a 2 filles qui se présentent à 21h37, je crois. Le lendemain, 2 autres retraits sont effectués. À Paris, près de la gare de Lyon, où la carte de Géraldine a aussi servi à acheter des cigarettes. Le jeu de piste des cartes bleues mène ensuite les policiers dans un hypermarché de Seine-et-Marne, à environ 1 heure de route de l'Apostole. Les enquêteurs se dépêchent sur notamment le carrefour de Potocombo, où la carte a été utilisée le 8 novembre. Une caissière dit avoir remarqué 2 filles. Par le ticket de caisse, elle se rappelle qu'il y a un sous-total, donc un incident qui lui fait rappeler 2 filles. Et elle pense reconnaître Géraldine Giraud dans ces 2 filles. Voilà qui donne corps à la thèse de la fugue, ce qui pourrait rassurer les familles. Sauf que le contenu du caddie payé avec les cartes bancaires les laisse perplexes.
Au vu des courses, on a tout de suite réagi en disant que des knackis, c'est pas ce que ma sœur aurait privilégié dans son panier. Elle aurait plutôt mis aussi une bonne bouteille de vin qu'un pack de bière, par exemple. 8 jours plus tard, le 16 novembre, la carte de Géraldine Giraud est à nouveau utilisée dans un autre supermarché de Seine-et-Marne, près de Melun. Dès le lendemain, le commandant Michel Cuneau se rend sur place pour visionner les enregistrements des caméras de surveillance. Donc j'appelle M. Giraud en lui demandant de bien vouloir venir avec moi pour regarder la vidéo. Donc on passe des heures à visionner tout cela et on ne trouve personne. Lui ne reconnaît pas sa fille, on ne voit personne. On a le ticket de caisse, bien évidemment, où il apparaît qu'il y a un parka qui a été acheté, des effets pour enfants, des couches, des choses comme ça. Ce qui est un peu surprenant, puisque les deux filles n'ont pas d'enfants, à moins qu'elles aient été recueillies par une famille, enfin bon, etc. Les achats sont déjà surprenants. Pas de chance, la caisse où ces achats ont été enregistrés n'est pas dans le champ de vision des caméras. Alors, ticket de caisse à l'appui, le commandant Cuneau demande à la caissière si elle se souvient des personnes qui ont fait ses courses. Et elle se rappelle très bien. Elle dit, bien sûr, je me rappelle, je débutais, je prenais mon service, mais ce ne sont pas deux filles qui ont fait ces achats, c'est un homme. Et donc là, c'est la première fois qu'on a quelque chose de concret qui nous dit, voilà, ce ne sont pas les filles qui utilisent la carte bancaire, c'est un homme. Monsieur Giraud est à côté de moi, et bien évidemment, c'est un choc effroyable. Parce que pour lui, sa fille n'a pas pu confier sa carte bancaire à quelqu'un, à un homme. C'est impossible. Le policier fait alors visionner à la caissière toutes les bandes enregistrées dans les heures qui précèdent ce passage en caisse. Au bout d'un bon moment, elle reconnaît l'individu qui passe, une caméra, qui donne un peu en aplomb, comme ça. On voit un homme qui pousse un caddie, pris un petit peu en hauteur. Un homme d'une quarantaine d'années, avec les cheveux dégarnis, il pousse un caddie plein. Effectivement, on reconnaît le parka qui figure sur le ticket de caisse, on le voit sur le caddie. Et c'est la seule image qu'on ait ce soir-là de cet homme. L'image est floue, mais la caissière est formelle. C'est bien cet homme qui a fait des achats, il était seul. Jusque-là, les policiers étaient saisis d'une disparition inquiétante. Mais la vision de cet homme, seul, poussant un caddie, donne une nouvelle dimension à l'affaire. Et une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration, vol et escroquerie. Et là, on change de braquet. Il faut mettre la main au plus vite sur cet homme roux, au crâne dégarni. La chance va sourire aux policiers, car la carte bancaire de Géraldine Giraud est à nouveau utilisée en Seine-et-Marne, dans une station-service de Réau pour payer un plein d'essence. Et là aussi, il y a des caméras de surveillance. On voit à la station-service, d'une part, un véhicule 205, cabriolet, qui est stationné à la pompe en question, mais en plus, on voit le même homme qu'on a vu la veille au magasin Carrefour, et là, on le voit de face. On le voit entrer dans la station, on le voit payer, regagner la 205 et partir. Les policiers zooment sur la plaque d'immatriculation. L'image est presque illisible, mais on distingue quand même le chiffre 4, la lettre Z et le chiffre 7. On est en région parisienne, déjà on fait des recherches avec une immatriculation 77, 75, 78, ce qui nous donne 800 véhicules, bon, beaucoup trop. De façon subjective, étant donné qu'on est en Seine-et-Marne, que les achats sont faits en Seine-et-Marne, on dit que c'est un 77. Et là, les policiers ont une liste de 6 voitures pouvant correspondre à la 205 cabriolet photographiée à la station-service. Après vérification, ils mettent hors de cause plusieurs propriétaires et finissent par resserrer leurs recherches autour d'une seule voiture. J'ai un véhicule qui appartient à un nommé Trébert, Jean-Pierre Trébert, mais l'adresse n'est pas très explicite. Il habite rue du Bois à Villeneuve. Et je vais rue du Bois à Villeneuve-sur-Yonne et il n'y a pas de Jean-Pierre Trébert. Villeneuve-sur-Yonne. Les policiers sont tout excités car c'est à Villeneuve-sur-Yonne que les cartes bancaires ont été utilisées la première fois le soir du 1er novembre. Et c'est tout près,
que le téléphone de Katia L'Herbier a émis un signal pour la dernière fois. La police apprend que le dénommé Trébert a travaillé les années précédentes comme garde-chasse au hameau de Saveteux, dans un domaine forestier, à quelques kilomètres de Melun. Et là, on monte au secrétariat, on voit une secrétaire. Est-ce que vous connaissez Jean-Pierre Trébert ? Oui, bien sûr, on connaît Jean-Pierre Trébert. C'est quelqu'un qui a travaillé ici, mais il ne travaille plus ici. Vous sauriez le reconnaître, bien évidemment. Donc je lui présente mon ordinateur portable, je lui présente les photos du magasin Carrefour et de la station Total, et elle reconnaît immédiatement Jean-Pierre Trébert. Il se trouve que cette secrétaire nous avait dit, je ne sais pas où il travaille, en revanche, chaque matin, vers 7h30, je le vois passer. Il vient du Châtelet-en-Brie, il va du côté de Bandy-les-Tours. Pratiquement tous les matins, je le vois. Dès le lendemain matin, à l'aube, les policiers planquent autour du domaine de Saveteux. Et à 7h35, ils voient arriver la fameuse 205 blanche. On le laisse rouler un peu, et puis avant d'arriver à la Nationale, je le double, je le serre, mes collègues arrivent derrière, le braquent, comme on fait habituellement, on l'extrait de la voiture, on lui passe les menottes. Lui ne dit rien, bien évidemment il est surpris, mais il n'est pas apeuré, il est calme. Je pense au portefeuille, j'ouvre le portefeuille et je trouve les cartes. Katia L'Herbier, Géraldine Giraud. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, c'est pour ça que vous m'interpellez ? Pas de problème. Je vais vous expliquer. Jean-Pierre Trébert est conduit au commissariat de Melun. Les cartes bancaires, c'est Géraldine et Katia qui les lui ont données. Il explique qu'il a fait leur connaissance environ un mois plus tôt. Elles l'ont pris en stop près de Villeneuve-sur-Yonne. Ils sont allés à Paris, tous les trois. Mais lors de sa seconde audition, Trébert change de version. Il dit qu'il a rencontré Géraldine et Katia 3 ou 4 mois plus tôt. Ça se serait passé dans un bowling. Et puis il change encore. Maintenant, Trébert raconte qu'il a bu un verre avec elle pendant l'été dans un bistrot de Sens. Ces récits vont varier d'une audition à une autre, à la fois pendant sa garde à vue et ensuite chez le juge. Mais avec une constante, c'est qu'il ment. Et puis il va livrer un certain nombre de détails sur la vie, mais alors toujours de Géraldine Giraud, curieusement. Il ne parle jamais de Katia L'Herbier. Jamais. C'est toujours Géraldine. Et quand on lui demande de préciser, d'être beaucoup plus précis, il n'y parvient pas. Autrement dit, on a l'impression qu'il connaît un certain nombre de choses, mais qu'il ne les connaît pas directement. Trébert parle d'un secret lié à Géraldine, un grand secret de famille, mais il ne donne pas plus de précisions. Selon lui, les deux amis voulaient disparaître, changer de vie, et elles lui ont demandé de les aider. Il leur a rendu service et les filles lui ont dit « Prends les cartes, nous on s'en va, on n'a plus besoin de nos cartes, on a de l'argent, donc tu les utilises. » Après ça, Trébert annonce qu'il a bientôt de nouveau rendez-vous avec Katia et Géraldine. Dans une semaine, donc le 3 décembre au matin, il doit les retrouver dans le hall de la gare de Lyon, à Paris. Il est très serein, mais quand on pousse un peu dans le questionnaire, dans l'interrogatoire, on se rend compte qu'il s'énerve vite. Il y a des choses qui... Voilà. On sent une violence latente. Pendant la garde à vue, les policiers perquisitionnent la maison qu'occupe Jean-Pierre Trébert, au hameau du Château, sur les hauteurs de Villeneuve-sur-Yonne. Elle appartient à ses parents. Ils n'y trouvent rien. Persuadés que Trébert leur raconte des fables, au milieu de la nuit, ils vont alors réveiller sa femme, Marie-Pascale, dont Trébert est séparé depuis plusieurs mois. La sonnette a retenti et c'était des policiers qui venaient m'annoncer l'arrestation de mon époux. Et donc ils m'ont demandé, éventuellement pour le faire parler, d'amener mes chiens avec eux, de partir avec eux et d'amener mes chiens au commissariat. Incroyable.
On laisse donc Trébert voir Sarah et Gloria, ces deux petites chiennes teckels à poil dur. Mais l'initiative des policiers n'apporte rien. Trébert est content, mais il n'en dit pas plus. Du côté des familles, c'est l'incompréhension totale. Trébert, un ami de Géraldine et de Katia, ça ne tient pas debout. Personne n'a jamais vu ou même entendu parler de ce garde-chasse. Ah bah là, c'est très inquiétant. Enfin, moi, en ce qui me concerne, quand ils arrêtent Jean-Pierre Trébert, là, je me dis que on a quand même peu de chance de les retrouver vivantes toutes les deux. Michael Gir, vous êtes le juge qui va instruire cette affaire. Alors, quand Jean-Pierre Trébert est arrêté, il est d'abord entendu en garde à vue et puis il est déféré devant vous pour ce qu'on appelle l'interrogatoire de première comparution. Il vous répète ce qu'il a dit aux policiers? À peu près, mais avec quelques ajouts. Alors, il dit quoi? Quelques modifications. Alors, c'est un interrogatoire, pour commencer, qui va durer 5 heures, ce qui est très inhabituel. Hein. Il nous dépeint une rencontre avec Géraldine et Katia qui aurait eu lieu à la fin de l'été 2004, sur la place du marché à Sens, à la terrasse d'un café. Il s'agit là de la 4e version de cette rencontre. Alors, petit point important, Jean-Pierre Trébert va me dire que cette première rencontre, à la fin du mois d'août, sur une terrasse à Sens, aurait impliqué à la fois Katia L'Herbier et Géraldine Giraud, ce qui est absolument impossible. Elles ne se connaissaient pas. Elles ne se connaissaient pas. Et il va me raconter l'histoire de ce qui se serait passé le 1er novembre 2004, dans la soirée. Il se serait donné rendez-vous, donc lui, Katia et Géraldine, dans le cadre plus ou moins de l'exécution d'un plan mystérieux visant à faire chanter quelqu'un. Il se serait rendu à Paris, où... Tous les trois, à bord du véhicule de Géraldine, et il se serait rendu dans un bar. Sortant du bar, il se serait exécuté, et sous les indications de Géraldine, il aurait brisé la vitre d'une grosse Peugeot dans laquelle il aurait dérobé 2 mallettes. Ces 2 mallettes, il les aurait remises à Géraldine. Tous 3 seraient ensuite allés dans un second bar, où ils auraient encore pris un verre. Et dans ce second bar, ils auraient tous 3 croisé la route de 2 personnes, 2 hommes inconnus de lui, mais qui seraient des connaissances de Géraldine, plutôt bien habillés, en costume-cravate, et avec qui Jean-Pierre Trébert se serait embrouillé. Est-ce qu'il vous fait l'impression de quelqu'un qui est en train d'inventer une histoire ou son récit tient debout? Alors, il me donne l'impression d'une personne qui me raconte une histoire qui peut apparaître comme une histoire à dormir debout, effectivement. Je dispose, durant cet interrogatoire, de pièces dont les policiers ne disposaient pas. Ce sont les facturations détaillées de son téléphone mobile. Et je constate une incongruité entre ses déclarations et les déclenchements de son téléphone mobile le 2 novembre au matin. Mais vous lui dites ça? Je lui dis, bien sûr. Ça ne tient pas à votre histoire? Je lui fais remarquer que ça ne tient pas à son histoire. Et il est visiblement décontenancé. Quelle impression il vous fait, le bonhomme? En tout cas, pas l'impression de cette brute épaisse, de cet homme des bois un petit peu rustre que les médias ont un petit peu trop souvent dépeint. Il est plus futé que ça. C'est une personne intelligente qui s'exprime plutôt correctement, une personne, comme je vous l'ai indiqué, qui est aux aguets, qui comprend très bien ce qu'on lui demande et qui comprend très bien ce qu'il est en train de vous dire, mais un interrogatoire qui finit sur un mensonge. Alors Dominique, qui est ce Jean-Pierre Trébert? Qu'est-ce qu'on sait sur lui? D'abord, Christophe, il a un casier judiciaire vierge, c'est important de le dire, il n'a jamais eu affaire à la justice. Quand la police l'arrête, il a 41 ans. Il est né en 63 à Mulhouse, dans une famille modeste. Alors, il a grandi dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Mulhouse, scolarité médiocre. C'est un môme assez particulier qui vit à l'écart de la vie locale du village. C'est-à-dire qu'il ne participe pas aux fêtes, il ne va pas au stade avec ses copains. Ce qu'il aime, lui, quand il n'a pas d'école, c'est aller se promener dans les bois, courir le long des ruisseaux, pêcher à la main. Et il va apprendre à découvrir, comme ça, tout seul, la forêt par cœur. Les sentiers, les oiseaux. Et c'est une passion qui va devenir son métier, il va devenir paysagiste. Alors, plus tard, c'est peut-être ce qui lui vaudra son surnom d'homme des bois, mais en attendant, il est adolescent et le surnom qu'il a, c'est Neneuil, parce qu'il a, Christophe, de naissance, cet œil à moitié fermé qui lui donne un drôle de regard. Et puis à cela s'ajoutent ses grandes oreilles, dont une décollée. Ça ne va pas l'empêcher de plaire à une femme très bien,
qui s'appelle Marie Pascal. Elle est la fille d'un médecin. Elle est secrétaire quand il la rencontre. Elle deviendra fonctionnaire au Trésor public. Elle a 8 ans de plus que lui. Elle a une petite fille quand elle le rencontre. Ils vont se marier. Ils auront une autre fille ensemble. En 1995, ils quittent l'Alsace, tous les 4, pour aller s'installer en Seine-et-Marne, à Bréau, un petit village. Et là, il est garde-chasse. Ils habitent une maison dans la campagne et un jour, le propriétaire veut récupérer cette maison. Trébert va le vivre très très mal. Il quitte la maison, il quitte son employeur et on le retrouve en juin 2000, 5 ans plus tard, un petit peu plus loin, dans un village de Seine-et-Marne qui s'appelle Saveteux. Il est aussi garde-chasse, un peu homme à tout faire, ouvrier agricole. Mais la fille de Marie Pascal tombe malade, gravement malade. Le couple a des problèmes financiers. Et c'est la rupture. En 2003, Trébert quitte sa femme, son emploi, la Seine-et-Marne, et il va s'installer à Villeneuve-sur-Yonne, à 20 km de Sens, dans une maison qui appartenait à ses parents. Et là, on est à l'automne 2004, et sa femme va raconter aux enquêteurs, elle va dire, à partir de cette époque-là, quand on s'est séparés, il a sombré. Il a sombré de plus en plus, il s'est installé dans une forme de marginalité, et ce qui est sûr, c'est que financièrement, Trébert, à cette époque-là, il est aux abois. Jean-Pierre Trébert est mis en examen pour enlèvement, séquestration, vol et escroquerie. À partir de ce moment-là, l'enquête va devoir faire avec les médias. Je sors du palais de justice, donc dans la cour, derrière les grilles, dans la rue. Il y a effectivement toute une série de véhicules avec les flashs qui crépitent. Je ne vois pas ce jour-là, effectivement, pourquoi cela prend déjà de telles proportions. Il y a une invasion absolument démentielle. La petite rue du palais de justice de Sens est remplie de journalistes. Et je me dis, c'est pas possible. On ne peut pas laisser Trébert débarquer là-dedans. Du coup, c'est par une porte dérobée, sur les quais de Lyon, que Jean-Pierre Trébert quitte le palais de justice pour rejoindre la prison d'Auxerre. Les journaux font maintenant leur chou gras de cette affaire et parlent surtout de Géraldine Giraud. Il y a la notoriété du père de l'une de jeunes femmes, à tel point qu'au départ, c'est l'affaire Giraud. On ne parle que de Géraldine Giraud. Katia L'Herbier, on n'en parle pas. Il y a tout cocktail pour en faire un très bon fait divers. Et c'est vrai que quand ça touche aux people, aux gens connus, tout de suite, ça prend une dimension supplémentaire. Et en plus, il y a un mystère, voilà, c'est le bon fait divers. Après la police, ce sont maintenant les journalistes qui enquêtent sur Géraldine et sa petite amie Katia. Une fille que Géraldine a rencontrée chez sa tante, Marie-Christine Van Kempen, avec laquelle elle partageait son appartement. Katia, à Sens, au centre-ville de Sens, c'est un petit peu Amélie Poulain. Tout le monde la connaît, elle a ses petites habitudes, ses petits commerçants préférés. Et puis c'était quelqu'un de plutôt jovial, plutôt altruiste, donc la communication passait facilement avec elle. La passion de Katia, c'est le chant. Le jazz, la bossa nova, la chanson française et particulièrement le répertoire de Claude Nougaro qu'elle interprète sur les scènes de la région avec son groupe On dit chéri. Dans le coin, elle a une bonne renommée. Et cette passion, elle la partage avec Géraldine. Je marche vers l'inconnu. Je marche vers l'inconnu. La fille de Roland Giraud a tenté de percer dans la chanson à la fin des années 80, sans grand succès. Alors elle s'est tournée vers la comédie. Elle est d'ailleurs déjà montée sur les planches, avec son père. Mais c'est surtout grâce au doublage et aux films publicitaires que Géraldine gagne sa vie. Oula, je peux parler ? Non ! Sur le plan intime, la jeune comédienne présente une personnalité assez instable. Elle boit. Effectivement, Géraldine Giraud avait un penchant pour l'alcool. On peut pas le nier. Il lui arrivait de boire plus que de raison.
peut pas dire que c'était une alcoolique, enfin, pour moi, mais c'était quelqu'un qui, de temps en temps, faisait la fête de façon un peu avec outrance, quoi. Et ça lui arrivait de s'alcooliser, ouais. Michael Gir, Géraldine Giraud, est-ce qu'au fond, elle n'aurait pas pu rencontrer Trébert dans un bistrot au cours d'une virée alcoolique? C'est une des hypothèses qui ont été envisagées. J'ai demandé aux policiers munis de photographies des disparus, de Géraldine et de Katia, et de photographies de Jean-Pierre Trébert également, de faire le tournée des bars de toute l'agglomération de Sens, afin d'essayer de déterminer si une rencontre commune entre ces trois personnes pouvait... Ça donnerait? Ça donnerait du tout. Ce qui est étonnant, c'est que Trébert livre quand même des détails intimes sur la vie de Géraldine Giraud, laissant penser évidemment qu'il la connaît, quoi, puis qu'il la connaît bien. Qu'est-ce qu'il dit par exemple? Deux choses principalement. Il fait état d'allégations d'abus sexuels que Géraldine Giraud aurait été amenée à subir dans le cadre familial. Et il me parle également d'un cancer que Géraldine aurait eu et dont elle serait guérie. Or, il s'avère qu'effectivement, alors si tant est qu'il s'agisse de la même chose, Géraldine Giraud a bien eu un fibrome dont elle était guérie depuis 2 ans. Tout cela, évidemment, pour accréditer l'idée qu'il la connaît bien, quoi. Il me parle de ces deux choses qui sont troublantes. À vous maintenant de savoir, évidemment, quelle est la vérité. Effectivement. Alors, les a-t-il rencontrés? Si oui, dans quelles circonstances? Et à mon sens, 4 possibilités. Soit Jean-Pierre Trébert, effectivement, a été amené à rencontrer Géraldine Giraud à une ou plusieurs reprises, dans des circonstances qu'on n'explique pas, mais qui en tout cas ne sont pas les circonstances dont lui nous parle. Mais ça tient pas. Ça tient pas. Deuxième possibilité, ces révélations n'en sont pas. Et on a affaire à une coïncidence. Pourquoi pas? Il invente, et par hasard ça colle, quoi. On ne peut pas l'exclure. Troisième possibilité, on pourrait avoir affaire à des informations qui auraient été obtenues dans le cadre d'une relation d'emprise, d'une séquestration, oralement ou par le biais d'écrits, un morceau d'ordonnance, un petit morceau de journal intime, ou que sais-je, quelque écrit que ce soit. Quatrième possibilité, ces informations proviennent d'une autre personne. Mais dans ce cas, qui? Le 7 décembre, 1 mois après les disparitions, le juge d'instruction entend Roland Giraud, qui a sûrement des choses à lui apprendre sur Géraldine. Il pourrait notamment l'éclairer sur cette histoire d'attouchement qu'évoque Trébert. Le comédien s'explique sans aucune difficulté. Le procureur assiste à l'audition. Roland Giraud va nous dire un soir, je suis rentré à la maison, et puis ma femme faisait une drôle de tête. Pas comme d'habitude. Alors, au bout d'un moment, je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, elle me dit, et Géraldine me dit que tu aurais abusé d'elle quand elle était petite. Alors lui, si vous me permettez l'expression, il tombe du placard. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sûr de lui, il veut avoir une explication avec sa fille, et il va l'avoir. Et sa fille lui dit, écoute, j'étais pas bien dans ma peau, je suis allé voir un psy. Et il m'a dit, vous présentez tous les symptômes de quelqu'un qui a été agressé sexuellement pendant sa jeunesse. Roland Giraud raconte alors que c'est sa belle-sœur, Marie-Christine Van Kempen, qui l'a désigné comme coupable. Giraud explique qu'il avait des relations conflictuelles avec elle, mais de là à être accusé d'inceste, cette histoire l'a rendu furieux. Mais Géraldine l'a rassuré. « Papa, ne t'inquiète pas, tu sais, Marie-Christine dit parfois n'importe quoi. » L'affaire en est restée là. Il s'est expliqué, mais alors, avec une franchise totale, et je pense pas qu'il y ait lieu de douter de... D'ailleurs, il n'y a pas lieu de douter de ce qu'il a dit. Ça a été assez fort, son audition, pour moi. Pour moi, Roland Giraud, c'était un type que j'avais vu sur un écran, c'était 3 hommes et un couffin, c'était un nom sur un générique de film. C'est quelqu'un qui n'avait pas de réalité humaine, je dirais. Et de voir ce type-là effondré, hein, parce que il avait déjà la certitude que sa fille était morte. Il savait, il le sentait. Il me l'a dit d'ailleurs. C'était assez terrible. Comment Jean-Pierre Trébert a-t-il eu vent d'une histoire aussi intime? A-t-il recueilli les confidences de Géraldine?
celle d'un proche. Les policiers n'ont retrouvé aucune trace de contact entre Géraldine et Trébert. Pas de témoin, pas d'appel téléphonique. C'est incompréhensible. Michael Gir, dès sa garde à vue, Trébert vous dit qu'il a un nouveau rendez-vous avec les filles à Paris, dans le quartier de la gare de Lyon. Alors lui, bon, il ne va pas pouvoir y aller, puisqu'il est dans votre cabinet, mais c'est quelque chose une piste que vous avez explorée. Vous y êtes allé à ce rendez-vous ? Bien sûr, c'est une piste qui a été exploitée. Des policiers en nombre se sont rendus sur place, à la gare de Lyon, munis de photographies des victimes, et se sont attachés à vérifier si trouvaient trace de ces personnes. On ne les a pas vues. Sans résultat. Il y a une nouvelle audition de Trébert, le 6 décembre, et alors il apporte des éléments supplémentaires, des choses que vous n'avez pas encore dites. Jean-Pierre Trébert nous livre 2 informations. 1, il est passé à son domicile avec les 2 jeunes femmes le 1er novembre au soir. Et quand je lui demande pourquoi il n'en a pas parlé auparavant, alors que c'est capital, c'est central, il me répond « je n'y ai même pas pensé ». C'est inconcevable. Inconcevable. Il a passé 48 heures en garde à vue et on a passé 10 heures d'interrogatoire ensemble. Quand je lui demande pourquoi il n'en parle pas avant, il me dit « je n'y ai pas pensé ». Trébert, au cours de cet interrogatoire, va aussi livrer un élément capital et se justifier sur un témoignage d'un voisin qui l'a vu faire du jardinage, enfin, remuer de la terre dans son jardin. Alors qu'est-ce qu'il dit, là ? Il va me dire qu'il a loué, ou du moins emprunté, une pelle mécanique à son ancien employeur, donc à Sens, qui est un entrepreneur en élagage. Et les 3, 4 et 5 novembre, il va travailler sur son terrain. Et il m'indique qu'il a débroussaillé, enlevé des souches, enlevé des épines noires, et que de tout cela, il a fait un gros brasier. Je me souviens du regard que j'échange avec le procureur de la République, Michel Meurant, qui a demandé à assister à l'interrogatoire, et on se comprend. Je n'ai pas besoin de lui dire que, bien évidemment, dans l'urgence, je vais ordonner des fouilles, cette fois-ci, du terrain de Jean-Pierre Trébert. Le 8 décembre 2004, dès le matin, Villeneuve-sur-Yonne prend l'allure d'un camp retranché, particulièrement la route qui mène au hameau du château, vers la maison de Trébert. Il y a des gendarmes, des policiers accompagnés de chiens et des experts de la police scientifique qui entreprennent une fouille méthodique de la maison. Pour explorer les 400 mètres carrés de terrain qui entourent le pavillon et les bois voisins, un tractopelle est acheminé, une mini-pelleteuse identique à celle que Trébert a utilisée un mois plus tôt. Dans un coin, il y a un carré, un rectangle plutôt, ils disent de 2,50 m, 3 mètres sur 1 mètre de large, qui a été remué. Et puis, vous savez que la terre remuée prend du volume, et on fait comme une tombe. On commence par creuser cette tombe, bien évidemment, et on se rend compte que la terre est meuble sur environ 1,50 m. Ça a été creusé, mais il n'y a rien. Et puis, on tombe sur du rocher. Donc on ne peut pas y aller plus, on ne peut pas continuer. Et rien. Mais ça veut dire que quelqu'un avant nous a essayé de creuser un trou là, puis il n'est pas arrivé, donc il a remis la terre, comme ça. Trébert est présent, et il assiste au travail des policiers qui tombent bientôt sur les restes d'un feu. Et là, au milieu des cendres, il trouve des objets qui n'ont rien à y faire. Il y a des boutons, il y a des restes de vêtements, il y a les restes d'une montre, il y a les restes de carcasses de téléphone portable, il y a des restes de flacons de parfum, il y a des clés, et tout ça va parler évidemment. Et il se trouve que quelques jours auparavant, nous étions allés faire une perquisition au domicile de Géraldine Giraud. Et j'avais remarqué que la clé de sécurité était très particulière de cet immeuble et de cet appartement. Et là, on trouve un trousseau de clés qui est identique. Donc il n'y a pas de doute. À ce moment-là, pour nous, il n'y a pas de doute. Ce sont les clés de Géraldine Giraud. On s'apercevra également que les carcasses de téléphone portable, eh bien, elles correspondent au type de téléphone portable qu'avaient les 2 jeunes femmes. Et pour couronner le tout, les policiers découvrent dans un cabanon un porte-clés avec un éléphant en peluche. C'est un objet dont ne se séparait jamais Katia L'Herbier. La journée s'achève, les fouilles doivent s'interrompre. Les journalistes qui poireautent un peu plus loin sont informés par bribes de toutes ces découvertes
Ils sentent qu'il se passe quelque chose. Au départ, c'était plutôt les médias locaux et quelques journaux, mais de façon ponctuelle. Et là, on voit vraiment débarquer les camions satellites, les voitures de radio, tout le monde est là. Et donc, on se rend compte qu'on est véritablement à un tournant dans l'affaire. Le lendemain, le 9 décembre, les policiers reprennent les recherches. Ils ratissent les parties encore inexplorées du terrain de Trébert. En fin d'après-midi, ils s'approchent d'un puisard au pied de la haie qui borde la route. Il y a un couvercle et un regard, qui fait à peu près 30 cm de côté. À l'aide d'une lampe électrique, Michel Cuneau jette un coup d'œil au fond du puisard et aperçoit un tas de pierres. Mais je constate en même temps qu'il y a un objet orange vif au niveau des pierres le long de la paroi, ce qui me paraît surprenant, parce que ça semble humide comme endroit. Donc quelque chose de orange vif, si c'était un tissu ou un plastique, ça serait altéré, ça serait devenu un peu noir. Enfin là, ça me paraît très, très neuf, très propre. Et puis parallèlement, je vois Jean-Pierre Trébert, qui est en haut du terrain, je constate qu'il est inquiet. Et Trébert, c'est quelqu'un qui est assez impavide, assez indifférent, mais là, il a de cesse de se retourner, il guette, il surveille. Michel Cuneau demande qu'on amène Trébert près du puisard. Puis il fait déceler le couvercle. Et moi, à ce moment-là, j'ai une odeur qui arrive, une odeur fétide, une odeur de cadavre. Il y a une odeur absolument abominable qui se dégage de ce puisard, mais bon, ça change jamais très bon, un puisard, hein, les eaux usées. Et donc, il y a un enquêteur qui va descendre dans le puisard. Dans le fond, on voit, il y a des tas de pierres. Le policier déplace quelques pierres. Un pied dépasse. Et à ce moment-là, Jean-Pierre Trébert fait 2 pas vers moi, vers le trou, et il dit « Putain, il les a tués ». Donc je le fais reculer tout de suite, et je dis à un collègue « Tu feras un procès-verbal de ce que tu as entendu, là ». Il faut savoir que Jean-Pierre Trébert est au bord du trou depuis plus d'1 heure. Il dit ça... Si c'est lui qui les a mis, je pense que c'est lui qui les a mis, il savait très bien ce qu'on allait trouver. Et donc je pense qu'il a eu largement le temps de réfléchir à la réaction qu'il allait avoir au moment où on allait trouver, parce que c'était simultané. 2 autres pieds sont découverts, mais le puisard est trop étroit pour exhumer les corps. On achemine donc une grosse pelleteuse pour le dégager, un travail qui va durer jusqu'au milieu de la nuit. On passe la nuit à attendre. Et là, Jean-Pierre Trébert est droit, ne bouge pas, a une couverture sur les épaules. Il n'y a aucun, totalement indifférent, totalement ailleurs, froid, complet. À 3 heures du matin, on arrive à exhumer les 2 corps. 2 corps qui sont l'un sur l'autre avec une couverture de couleur orange. Pour moi, ce sont les corps, malheureusement, de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier. Bon, c'est un choc, hein. Il faut savoir que pour nous, les enquêteurs, ça a été un véritable choc. Parce que pendant 1 mois, malgré tout, on a cherché ces filles. Plus d'1 mois. Il y avait toujours un peu l'espoir de les retrouver, vivantes. Il y avait une atmosphère absolument surréaliste, hein, avec ces 2 corps qui étaient là au milieu. Et elles avaient sur le visage une espèce de masque curieux. On aurait dit une mise en scène. Katia, je crois, a un bâillon sur les yeux et sur la bouche. Et Géraldine n'a que sur la bouche. Mais il y a différentes couches. Il y a un gant de toilette, il y a du ruban adhésif, il y a du fil de fer, un fil électrique. On ne sait pas trop, on ne comprend pas trop. C'est pas un simple bâillon, quoi. C'est pas un simple ruban adhésif qui entoure la bouche. C'est plus complexe et ça fait un peu froid dans le dos, hein, parce que, en plus de l'ambiance générale, mais là, on se dit, ces filles, qu'est-ce qu'elles ont vécu, quoi, en fait, hein. Jean-Pierre Trébert, lui, ne bronche pas. Et il regagne, camouflé sous une couverture, la prison d'Auxerre. Michael Gir, en tant que juge d'instruction, évidemment, vous êtes présent au moment de la découverte des corps. On a évoqué à l'époque une sorte de masque mortuaire, hein, quelque chose qui aurait pu être lié à un rituel. C'est étrange, ces bandelettes sur le visage. C'est étrange. Ça n'est pas mon sentiment. Je pense qu'on a affaire à quelque chose qui est plutôt utilitaire.
c'est-à-dire que ça recouvre les yeux, c'est donc fait pour pas voir, boucher la vue, pour aveugler. Ça recouvre la bouche, c'est fait pour éviter de crier. Ah, vous l'avez entendu dire, Trébert, évidemment, à ce moment-là, putain d'enculé, il les a tués, ce qui ouvre la porte au minima à une complicité, voire à un meurtre commis par quelqu'un d'autre que lui. Comment on l'aperçoit, cette phrase, sur le moment ? Complicité, oui et non, dans la mesure où Trébert lui-même s'exclut de la commission des faits. En tout cas, pas complicité du point de vue de M. Trébert. Je pense qu'il faut prendre les choses avec recul, de deux choses l'une. Soit Jean-Pierre Trébert ignore ce que l'on va trouver au fond du puisard et le découvre en même temps que nous, mais les éléments du dossier permettent très sérieusement d'en douter. Ou alors il a eu 2 jours pour imaginer la réaction qu'il allait nous offrir lorsque nous allons découvrir les corps. Alors, Trébert va plus loin. L'enculé, c'est 2 hommes en noir. C'est une piste pour vous, ça ? La piste de 2 hommes extérieurs, finalement, à votre enquête, pour l'instant ? Jean-Pierre Trébert présente ces 2 hommes en noir comme ayant appartenu à l'entourage de Géraldine Giraud. Donc vous faites le boulot, vous faites un portrait robot avec lui ? Effectivement, j'ai passé 5 heures avec lui au courant du mois de février 2005, dans mon cabinet, à l'aide d'un portraitiste de l'identité judiciaire, et puis on va constituer patiemment les visages de 2 hommes. Vous avez montré ces portraits robots, personne ne les a jamais reconnus. Ça donne rien du tout. Dans l'affaire Giraud, plus aucun doute ne subsiste. Les premiers résultats des autopsies pratiquées sur les corps des victimes de Villeneuve-sur-Yonne confirment qu'il s'agit bien de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. On attend maintenant de savoir... C'est aux experts de l'Institut médico-légal de Paris de déterminer les causes de la mort des 2 jeunes femmes. Le procureur de la République de Sens assiste aux autopsies. C'est intéressant la médecine légale, et ça, contrairement à ce qu'on peut penser, un cadavre, ça parle. Eh bien, ça ne donnera rien. Pas de lésion par arme à feu, pas de lésion par arme blanche, pas de traces de strangulation, pas de traces de violence sexuelle. Les poumons sont dans un drôle d'état. Ce qui laisse à penser qu'elles ont peut-être respiré quelque chose de... Mais, pure supposition à ce moment-là. Les experts ne peuvent qu'estimer la date de la mort. Ils la font remonter à 1 mois au moins, peut-être un peu plus. Alors si Géraldine et Katia ne sont pas mortes le 1er novembre, on peut supposer qu'elles ont été séquestrées quelque part. Peut-être dans la maison de Jean-Pierre Trébert, à Villeneuve-sur-Yonne. Comment elles ont pu se retrouver chez un homme qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, avec qui, a priori, en tout cas Katia, et je pense également Géraldine, n'avaient rien en commun. Puis le fait que ça soit tout proche de chez nous, aussi. Ça, c'est quelque chose aussi... c'est pas le plus difficile, hein, bien sûr, mais ça ajoute à l'incompréhension. Le 18 décembre, Villeneuve-sur-Yonne est en deuil pour la messe d'enterrement de Katia L'Herbier. Roland Giraud est là, avant d'enterrer à son tour sa fille 2 jours plus tard, au cimetière de l'Apostole. Jean-Pierre Trébert, lui, continue de nier, malgré les preuves qui s'accumulent. Les corps des 2 jeunes femmes, bien sûr. On les a retrouvés chez lui, mais ça n'est pas tout. Trébert est aussi trahi par son téléphone portable. Le 2 novembre, le lendemain de la disparition des 2 jeunes filles, il a déclenché une borne téléphonique à quelques mètres du parking de l'hôpital Lariboisière à Paris, là où justement on a retrouvé la Peugeot 206 de Géraldine. Le même jour, Jean-Pierre Trébert a eu son employeur au téléphone et il lui a menti. Il a dit qu'il avait passé le week-end en Alsace chez ses parents, ce qui est faux, avant de lui demander une semaine de vacances. Il nous avait dit qu'il allait voir ses parents. Bon, parce qu'il avait des parents d'un certain âge, bon, et il y avait peut-être un problème de santé. Moi, j'ai pas trop cherché à savoir. Il m'a demandé, je lui ai donné sa semaine. Hein. J'ai pas cherché à savoir plus, quoi. Ces mensonges aggravent les charges contre Trébert. Et que dire de cette dernière découverte dans le petit box qui est situé à l'arrière de la maison de Villeneuve-sur-Yonne? Un congélateur repose à l'entrée à droite sur une palette. Et sous cette palette, mais vraiment très bien dissimulée, on a découvert un fusil de chasse
qui était scié, donc le canon scié et la crosse sciée, et sur lequel on avait aménagé une sorte de crochet attaché à la crosse avec un ruban adhésif. Et ce ruban adhésif qui entoure la crosse est identique à celui qui a permis de bâillonner Géraldine et Katia. C'est une arme qui est soit utilisée par des braqueurs, parce qu'on peut facilement la dissimuler avant de passer à l'action, soit par quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose de très menaçant sous la main. Une arme pour faire peur, peut-être pour extorquer les cartes bancaires. En tout cas, ce n'est pas l'arme du crime, puisque Géraldine et Katia n'ont pas été tuées par balle. Mais comment ont-elles été tuées? Les experts tâtonnent quand un garde forestier, lieutenant de Louveterie, lance le juge d'instruction sur une nouvelle piste. Une piste qui enfonce un peu plus Jean-Pierre Trébert. La presse a évoqué l'hypothèse que Géraldine et Katia aient pu être empoisonnées. Quand Luc Avissot, un lieutenant de Louveterie, a lu ces articles, ça a fait tilt. Il a aussitôt alerté le juge d'instruction. Le rapprochement est automatique. Quand on dit garde-chasse et gaz toxique, on pense chloropicrine. Pour moi, c'était l'évidence. La chloropicrine, un gaz bien connu des gardes forestiers et des agriculteurs. Jusqu'à son interdiction en 89, elle servait à éliminer les renards et les blaireaux. C'est un gaz liquide un peu huileux. Donc il y avait un opercule ici, que les gardes et les personnes assermentées savaient découper rapidement, parce que dès que l'opercule était ôté, le gaz était volatile et gazait tout le monde. Donc il fallait faire très vite pour éviter de se brûler les yeux, de se brûler les poumons et d'étouffer. Trébert aurait-il utilisé ce gaz toxique pour tuer les filles? Les policiers se disent qu'en tant que garde-chasse, ils savaient comment s'en procurer. Le hic, c'est que la chloropicrine est beaucoup trop volatile pour qu'on puisse espérer en retrouver la trace sur le corps des deux victimes. Au niveau des poumons, on ne détecte rien. Par contre, sur les vêtements et sur la couverture, on va trouver des traces de chloroforme. La présence du chloroforme ne peut pas s'expliquer par la décomposition des corps. Le chloroforme ne peut pas expliquer à lui seul la mort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les avoir tués en leur faisant respirer une dose massive de chloroforme. Par contre, c'est un élément de décomposition de la chloropicrine. Un expert en toxicologie réalise alors des tests. Il arrose de chloropicrine des objets similaires à ceux qu'on a retrouvés au fond du puisard. Une couverture, un gant de toilette, un masque de chirurgie, un pantalon, puis il les enterre quelques semaines et les déterre pour découvrir qu'il reste des traces de chloroforme dans des quantités équivalentes à celles qu'on a relevées sur les objets ramassés dans le puisard. Une démonstration qui ne convainc pourtant pas la défense de Jean-Pierre Trébert. L'expert ne dit pas précisément c'est la chloropicrine. L'expert nous dit c'est un produit chloré qui a provoqué donc les lésions aux poumons. Donc après, parce qu'on sait que M. Trébert a été chasseur, on pense à la chloropicrine. Mais la chloropicrine, elle n'apparaît pas en tant que telle sur le corps des victimes. En dépit de l'accumulation d'éléments qui accusent Trébert, ses proches refusent de voir en lui un assassin. Rationnellement, je ne le crois pas capable d'avoir commis un tel assassinat. Je sais très bien qu'il n'était pas quelqu'un de cruel, de profondément méchant. Il était certainement déséquilibré, il était certainement immature, il avait d'énormes défauts, mais s'il y avait un défaut qu'il n'avait pas, c'était d'être cruel, comme ça, gratuitement. Si les proches sont incrédules, c'est aussi parce que de nombreuses questions restent sans réponse. Au domicile de Trébert, la police scientifique n'a détecté aucune trace ADN de Géraldine ou de Katia, ni dans la maison, ni dans le box, ni dans le cabanon.
On n'a jamais de certitude. Le lieu où effectivement elles ont été assassinées, il n'y a aucun élément matériel dans le dossier qui permet de le localiser avec précision. Est-ce que ça s'est déroulé chez M. Trébert? Est-ce que ça s'est déroulé ailleurs? Est-ce qu'on les a ramenés dans la propriété? À quel moment? Et puis Trébert a-t-il pu, tout seul, maîtriser les deux jeunes femmes, plutôt grandes et charpentées? Pourquoi a-t-il choisi son propre jardin pour dissimuler les corps alors qu'il connaît la forêt comme sa poche? Enfin, quel serait le mobile du crime? L'hypothèse du crime sexuel étant écartée, reste l'acte crapuleux. 2314 €. C'est la somme d'argent retirée ou dépensée avec les cartes bancaires de Géraldine et Katia. 2314 €. Il aurait tué pour ça. Michael Gir, bon, il y a un mobile possible dans cette affaire-là, c'est le mobile financier, 2314 € qui ont été dépensés avec les cartes bleues des deux jeunes femmes. C'est un mobile qui tient pour vous, ça? Première précision, 2314 € et pas plus, c'est bien parce qu'on l'interpelle, Jean-Pierre Trébert, le 23 novembre au matin. La veille Sinon, encore, il aurait continué. La veille encore, le 22, il retirait 40 € à Fontainebleau. Première remarque. Ensuite, qui est Jean-Pierre Trébert? Du point de vue financier, au 1er novembre 2004, c'est une personne qui gagne environ 900 € par mois, dont le découvert bancaire est à peu près égal à cette somme, 900 €. Donc il a besoin d'argent. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il a besoin d'argent, oui. Et alors, donc ça tient. C'est en tout cas concevable. Alors est-ce qu'on a retrouvé de l'ADN chez Trébert? Est-ce qu'on a retrouvé des traces d'autres personnes? Est-ce qu'on a retrouvé les traces des victimes à l'intérieur de la maison? À l'occasion d'une perquisition ultérieure, le 15 décembre 2004, on va retrouver dans une cagette, dans son cabanon, un rouleau de ruban adhésif marron, de type de celui qui est utilisé pour les déménagements. À l'extrémité de ce ruban, on retrouvera quelques éléments pileux, quelques fibres également. Ces éléments pileux, on pourra en déterminer la compatibilité pour l'un d'entre eux avec Géraldine Giraud et pour l'autre avec l'épouse de Jean-Pierre Trébert ou ses filles, ce qui est un petit peu surprenant et incongru. Il faut expliquer que dans les cheveux, si on n'a pas le bulbe, on n'a pas l'ADN, on a un ADN dégradé qu'on appelle mitochondrial, qui est partagé par plus de gens que ne l'est l'ADN intégral. Avec une fréquence qui varie selon les types de profils. C'est tout ce que vous trouvez comme ADN chez Trébert, qui ne soit pas celui de Trébert? Alors, on va trouver également de l'ADN nucléaire sur ce ruban, donc de l'ADN discriminant qui nous permettrait... Un véritable ADN? Un véritable ADN qui nous permettrait d'identifier éventuellement une personne si on l'a trouvée. Donc c'est possiblement un complice, c'est pas l'ADN de Trébert? On va buter pendant de très longs mois sur cet ADN inconnu. Il y a quelque chose qui a toujours été intriguant, c'est qu'avec la carte de crédit, Trébert a acheté des couches pour enfants. Il n'a pas d'enfants, Trébert. Il a des enfants, mais pas des enfants en bas âge. Voilà. Donc pas de raison d'acheter des couches. Ça pose question, on va se poser la question, ça ne posera pas bien longtemps, puisque dès le 26 novembre 2004, le lendemain de la mise en examen de Jean-Pierre Trébert, on va placer en garde à vue Patricia Darbo. Patricia Darbo est une personne qui est proche de Jean-Pierre Trébert, une personne avec qui Jean-Pierre Trébert est en contact téléphonique constant, sans arrêt, tout le temps, notamment les 1er et 2 novembre. Ça pose question. On demandera naturellement à Patricia Darbo si ces courses lui sont destinées, et sans difficulté, elle nous indiquera que oui. Jean-Pierre Trébert a rencontré Patricia Darbo en 2003, lorsqu'il travaillait au domaine de Safteux comme garde-chasse. Le compagnon de Patricia venait de reprendre un restaurant en face de la maison du couple Trébert. Mon mari m'a dit, il est assez sympa, et je voyais ensuite mon mari tous les jours parler avec ce bonhomme, quoi. Ces gens étaient des flambeurs et utilisaient leur argent, finalement, ils buvaient énormément de champagne, ils vivaient très bien, ils faisaient la fête tous les soirs. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Trébert tombe sous le charme de cet homme hâbleur au passé judiciaire chargé. Et bientôt, le garde-chasse délaisse son travail et sa famille pour devenir l'homme à tout faire du compagnon de Patricia Darbo. Un patron de restaurant qui l'entraîne dans des magouilles et des trafics.
Il s'est trouvé que Jean-Pierre Trébert avait été un personnage beaucoup plus complexe qu'on pouvait l'imaginer au départ. C'était pas un simple employé, homme à tout faire du milieu agricole ou du milieu de la chasse. Jean-Pierre Trébert, c'est quelqu'un qui connaissait des voyous, qui fréquentait des voyous, qui, avant son interpellation, trafiquait des cigarettes, trafiquait peut-être les cartes bancaires. Il fréquentait des voyous. À l'été 2004, le patron du restaurant est rattrapé par une ancienne affaire. Avant de partir en prison, il fait promettre à Trébert de prendre soin de sa compagne, Patricia, et de leur bébé. Il s'est trouvé à s'occuper d'elle et elle reconnaît qu'effectivement, elle l'avait de multiples fois au téléphone dans la journée, parce que c'était un soutien, il l'aidait. Voilà ce que nous dit Patricia Darbo, mais elle n'avait aucun renseignement à nous donner sur les utilisations de cartes bancaires, sur Géraldine Giraud, Katia L'Herbier, sauf qu'elle avait remarqué que depuis quelque temps, Jean-Pierre Trébert vivait mieux. Effectivement, il m'a donné de l'argent. Je suis parti à Montpellier voir ma fille qui venait d'accoucher. Il m'a d'ailleurs donné sa carte bancaire, mais je ne l'ai pas utilisée. Et il m'a donné de l'argent aussi, il m'a donné 100 €. Alors c'était surprenant. Donc elle avait remarqué un changement d'attitude dans le comportement de Jean-Pierre Trébert. Mais c'est tout ce qu'elle avait à nous dire. Trébert aurait-il embrassé sur le tard une carrière de voyou? Continuer à faire de petits trafics avec les amis du restaurateur. Il a joué au voyou, il s'est mis à jouer au voyou. Alors, est-ce qu'il était entraîné dans cette affaire ? Est-ce qu'il a voulu jouer le dur ? Est-ce qu'il a pensé qu'il pouvait avoir de l'argent facilement ? Trébert se serait-il accoquiné avec des malfrats endurcis ? Serait-il rentré dans quelque chose qui le dépassait ? Et pour leur malheur, Katia et Géraldine se seraient-elles trouvées mêlées à tout ça, d'une manière ou d'une autre. Dominique Rizet, ce qu'on sent bien, c'est que les policiers sont à la recherche des mauvaises fréquentations éventuelles de Trébert. Ouais, ils recherchent, Christophe, un complice possible. Alors effectivement, ils vont regarder dans l'entourage de Trébert, parce qu'il y a aussi des voyous, et dans un milieu qui est à l'opposé de celui dans lequel on a l'habitude de le trouver. On n'est plus dans les gardes-chasse, on n'est plus dans les gardes forestiers, on n'est plus dans les ouvriers agricoles. Il faut dire que pendant les 4 ans que va durer l'instruction, les flics de la PJ vont faire un boulot colossal de recherche. Alors, dans l'entourage de Trébert, ils vont trouver des gens, des petits voyous qui ont été condamnés pour des affaires de vol, pour des affaires de trafic, pour des escroqueries diverses. Et parmi eux, il y en a même un qui a été condamné, qui a été impliqué dans une affaire d'assassinat, complicité d'assassinat. Il s'appelle Arnaud le Polonais. Et ce type, il était en contact avec Trébert dans une affaire de trafic de cigarettes de contrebande. Dossier dans lequel Trébert dit au départ « j'ai rien à voir ». Il finira par reconnaître qu'il en fait partie, de l'équipe des trafiquants, mais il va minimiser son rôle. Les policiers, en 2007, vont retrouver Arnaud le Polonais en Pologne. Ils vont aller l'entendre là-bas, avec l'assistance de la police polonaise. On va lui prélever son ADN, et cet ADN, on va le comparer à un ADN masculin qui est retrouvé dans l'enquête, mais ça colle pas. Donc c'est pas Arnaud le Polonais. L'enquête va aussi emmener les enquêteurs au Pérou. Alors Arnaud le Polonais, au Pérou, c'est le Péruvien. C'est un type qui est incarcéré pour une affaire de stup, qui saurait des choses, on découvrira que ça ne tient pas. Il y a aussi un garçon qui s'appelle Tony l'Albanais, il y a le général. Enfin bon, tout ce milieu-là va être inspecté, mais on ne trouvera jamais rien. Et s'il fallait chercher ailleurs que dans l'entourage de Trébert, dans celui de Katia et Géraldine, par exemple. Dès les premières semaines de l'enquête, la police s'intéresse notamment à Marie-Christine Van Kempen, qui est la tante de Géraldine Giraud et qui est aussi la colocataire de Katia. Dès le début de l'enquête, les policiers ont été troublés par l'attitude de Marie-Christine Van Kempen. Une artiste lyrique assez fantasque, un peu lunaire, que les téléspectateurs ont pu découvrir dans une interview diffusée le soir des funérailles de sa nièce. Se rencontrer ici, exactement là. C'est très dur. Je pense vraiment qu'elle s'était trouvée pour réaliser beaucoup de choses. Et c'est ça qui me fait le plus mal encore dans tout ça. Je veux dire, tout est terrible, mais elles se seraient bien entendues et elles auraient fait plein de choses. Elles se complétaient. Elle a l'air d'une biche aux abois complètement ailleurs, complètement allumée. Bon. Et c'est Marie-Christine Van Kempen. Bon, elle est comme elle est effectivement peut-être un petit peu farfelue, c'est une artiste au sens un peu caricatural du terme. Et quelque part, on a l'impression, on se dit, celle-là, elle n'est pas nette.
Dans les jours qui ont suivi les disparitions, la police a bien sûr interrogé Marie-Christine Van Kempen. Après tout, elle connaissait très bien les deux jeunes femmes, puisqu'elle était la tante de l'une et la colocataire de l'autre. Bon, je me rends compte qu'elle a une certaine animosité vis-à-vis de sa nièce, qui est partie avec son amie Katia. Quand je dis son amie, sa colocataire, hein, je ne vais pas plus loin. On sent qu'elle est assez en colère contre elle. Marie-Christine Van Kempen est interrogée sur son emploi du temps dans les jours qui précèdent la disparition de Géraldine et de Katia. Elle indique qu'elle a passé tout le week-end de la Toussaint chez sa mère, à 30 km de Sens. Mais vérification faite, elle n'y était pas. Elle oublie de nous dire qu'elle est venue à Sens durant le week-end. Elle était partie le jeudi soir, elle était revenue le mardi matin, mais bon, on s'est rendu compte qu'avec la téléphonie, bien évidemment, il y a des traces. Et elle est venue à Sens. Elle a oublié, donc effectivement, elle a évolué. Ah oui, je suis venu à Sens. D'ailleurs, le dimanche soir, Marie-Christine Van Kempen a été vue dans un pub du centre-ville, le Bogart. Elle a du mal à raconter la suite. Ah oui, mais j'ai dû coucher chez mon ami. Mais l'ami ne s'en rappelle pas. Alors je suis peut-être rentré chez moi. Ou alors non, c'est peut-être un ami qui m'a emmené. Ah bon, voilà, on est dans ces déclarations-là. Ce qu'elle nous dit ne correspond pas à ce qu'on a découvert. Elle est la tante de la victime. Je me demande pourquoi la tante de la victime ne dit pas les choses réelles. Elle devrait collaborer avec la police et donner son emploi du temps réel. Il n'est pas réel. Au début du mois de novembre, des policiers du commissariat de Sens étaient venus une première fois chez Marie-Christine Van Kempen. Ils avaient notamment visité la cave où, à la simple lumière d'un briquet, ils avaient remarqué un chat noir sur le sol, mort. Sans importance, s'était-il dit, à tel point qu'ils ne l'avaient même pas consigné dans leur procès-verbal. Quelques semaines plus tard, les policiers retournent inspecter la cave. Le chat a disparu. Marie-Christine Van Kempen elle-même, d'ailleurs, dira oui, c'est vrai, il y avait un chat mort dans la cave. Et elle a demandé une relation de bar plus ou moins marginale, qu'elle connaissait, de venir l'en débarrasser moyennant 20 €. On va le retrouver, il dira oui, je suis allé, je l'ai mis dans un sac poubelle, et puis je l'ai mis dans la première poubelle venue. On ne retrouvera jamais. Alors évidemment, ça, c'est un élément d'enquête qui aurait pu être intéressant. Parce que si on en revient à la chloropicrine, gaz lourd, donc qui stagne au ras du sol. Si on avait utilisé la chloropicrine dans la cave, quelques temps plus tard, un chat qui s'y serait introduit aurait pu en mourir également. Bon, ça, c'est une hypothèse, évidemment. Mais l'autopsie du chat aurait pu être intéressante. Élément qu'on n'aura jamais. Voilà qui rajoute au trouble des policiers. Ils décident alors de ramasser les chiffons qui jonchent le sol de la cave et de les faire expertiser. Sur un certain nombre d'objets, on va trouver des traces de chloroforme. Tout le monde s'est dit bingo, c'est bon, on a trouvé le lieu. Le 1er mars 2005, la tante de Géraldine Giraud est placée en garde à vue. En sa présence, les policiers font une perquisition approfondie de l'appartement qu'elle partageait avec Katia L'Herbier. On trouve des masques, des masques de chirurgiens. Elle explique qu'il y a de la laine de verre dans son grenier. Elle est chanteuse, donc ça la gêne. Donc ça s'explique facilement. On trouve une lettre destinée à Katia, qui a un peu... Bon, on ne sait pas trop si c'est une lettre d'amour. Ça ressemble à une lettre d'amour, de séparation. Elle se plaignait auprès de Katia L'Herbier des relations que celle-ci avait avec sa nièce, en lui disant qu'elle s'effaçait. C'était très curieux, comme on aurait dit la lettre de quelqu'un qui était amoureusement abandonné. Et dans ce brouillon de lettres à Katia, cette phrase énigmatique: « L'ombre de la famille Giraud pèse trop lourd sur moi pour ne pas parasiter mon quotidien à travers votre rencontre. » En plus, dans son agenda, on a retrouvé des notations un peu curieuses, du style Géraldine marche sur mes plates-bandes.
Donc on a essayé de voir un peu, on a fouillé dans sa vie. Le projecteur médiatique est maintenant braqué sur la tante Marie-Christine Van Kempen. C'est très séduisant de croire que Marie-Christine Van Kempen aurait quelque chose à voir dans l'affaire et dans le meurtre. On a presque envie de s'imaginer que c'est elle qui aurait commandité ce crime, aussi odieux soit-il, parce que elle pourrait avoir un mobile. Elle pourrait vraiment en vouloir à cette nièce qui est belle, qui est gaie, qui réussit bien, qui est enjouée et qui, depuis 3 semaines, vit une histoire d'amour passionnelle avec Katia, qu'elle a pris sous son aile à peu près au même moment. Trébert, ce rustre, cet homme des bois, a pu être le bras armé de cette tante qu'il a manipulée, utilisée pour se débarrasser de sa concurrente, quoi, en gros. Géraldine, une rivale. Pourtant, absolument rien ni personne ne dit que Marie-Christine Van Kempen et Katia L'Herbier entretenaient une relation amoureuse. Alors, c'est une question importante. Est-ce que Marie-Christine Van Kempen est homosexuelle? Elle dit non. Les gens de son entourage, certains disent non. Son mari, que j'ai retrouvé, puisqu'elle a été mariée avec un Roumain qui avait besoin de papiers. Son mari m'a dit la première chose, ma femme, mon ancienne femme, est homosexuelle. Je peux vous l'assurer. D'autres personnes de son environnement disent non, elle n'est pas homosexuelle. Une réponse, on n'a pas la réponse. On s'est interrogé sur les relations que Katia pouvait entretenir avec Marie-Christine Van Kempen. Il y a une lettre étrange qui semble indiquer qu'elles avaient aussi une relation amoureuse, peut-être platonique, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, ce que je pense, c'est que Marie-Christine n'a pas forcément un grand cercle d'amis et que, bon, Katia étant sa colocataire, je pense qu'elles avaient beaucoup d'affinités artistiquement parlant et que moi, je connais pas mal de gens qui sont aussi comme ça, qui peut leur arriver d'être un peu possessifs, même en amitié, et je pense qu'elle voyait Katia un peu comme ça, quoi. C'était un peu ça. Sa chose. Ouais, voilà, c'était une personne qui était avec elle chez elle deux, quoi, et puis... Qui rompait sa solitude un peu. Oui, voilà, tout à fait, c'est ça. Ça rompait sa solitude. Et peut-être que le fait que sa nièce, du coup, s'accapare un petit peu Katia par une relation amoureuse qui débutait, ça a dû un peu je peux comprendre que c'est pu l'embêter un petit peu. Ouais. Mais à votre avis, rien de plus? Absolument pas. Maître Fresneau, vous êtes l'avocat de Marie-Christine Van Kempen. Alors, chez votre cliente, on a quand même retrouvé des traces de chloroforme, on a retrouvé des masques chirurgicaux, il y a des zones d'ombre dans son emploi du temps, elle écrit une drôle de lettre à Katia, et pourtant, après 31 heures de garde à vue, elle est libérée. Comment l'expliquez-vous? Au cours de cette garde à vue, elle s'est expliquée sur ces éléments qui se trouvaient en sa possession, je parle des masques. Le chloroforme dans la cave? C'est le locataire antérieur qui a utilisé des bombes antipuces, car cette cave, d'après les informations qu'on a obtenues, était remplie d'insectes divers et variés et de puces. Elle écrit « Géraldine marche sur mes plates-bandes ». Bon, ça ressemble à la phrase de quelqu'un qui est amoureuse, et on a envisagé finalement qu'elle soit jalouse de Géraldine. Ça a été un des mobiles mis en avant par l'accusation, dirais-je. Mais le dossier a démontré, et sa conclusion en est la preuve la plus formelle, que Mme Van Kempen n'a jamais été homosexuelle, qu'elle n'a aucune tendance homosexuelle, que bien au contraire, c'est une hétérosexuelle stricte. Elle connaissait Trébert? Non, on ne connaît pas Trébert. Formelle là-dessus? Ah, mais formelle. Rien n'a pu prouver que Trébert et Marie-Christine se connaissaient. Ils ne se connaissaient pas. Elle aurait pu payer un tueur à gages? C'est une excellente question, car quand on commandite un double assassinat, en général, celui qui est commandité demande de l'argent. Marie-Christine Van Kempen n'en a pas. Mais pas du tout. Ses comptes ont été vérifiés. Elle vit
à la Pierre Couverte ou à Hambourg, dans sa famille, et là, je dirais, un salaire qui n'équivaut certainement pas au SMIC, qui est bien inférieur. Donc, le soupçon ne tient pas à son égard. Il ne tient pas, matériellement, il ne tient pas, sauf si on veut le faire tenir. L'hypothèse Van Kempen semble donc abandonnée. Mais un mois plus tard, chez elle, dans son grenier, les policiers découvrent une nouvelle pièce intéressante. Une boule de ruban adhésif sur laquelle ils repèrent un cheveu. L'analyse ne leur permet pas d'établir la totalité de l'empreinte génétique, mais seulement quelques éléments qui leur permettent de rapprocher ce cheveu d'un proche de Trébert, Nicolas Métier. Nicolas Métier, c'est le fils de l'employeur de Trébert. Et cela fait des mois que les policiers ont ce jeune homme de 20 ans dans le collimateur. D'abord parce qu'en dépit de la différence d'âge, il est l'ami de Trébert, les deux hommes chassent ensemble, et puis Nicolas Métier est incapable de donner un emploi du temps fiable le jour de la disparition de Géraldine Giraud et de Katia L'Herbier. Il ne se rappelle pas ce qu'il a fait ce soir-là, son ami ne se rappelle pas non plus. Son téléphone était coupé le soir des faits, tout comme Jean-Pierre Trébert. Bon, c'est très très surprenant qu'il ait bien évidemment décidé de faire des investigations sur Nicolas Métier. Le 16 novembre 2005, la police place en garde à vue tous les membres de la famille Métier. Le père, la mère, le fils Nicolas et sa petite amie. Là, ils ont mis la pression et il a fallu qu'on leur fournisse l'emploi du temps de moi, de Nicolas, de ma femme, sur ce qui s'était passé l'année d'avant. Alors, je voudrais bien voir toute personne pour se rappeler ce qu'on a fait il y a 1 an sans l'avoir noté ni rien. Alors, bon, ça a été difficile à retrouver. Hein. Faute de charges suffisantes, toute la famille est libérée. Mais Nicolas Métier n'en a pas fini avec la police. Plusieurs mois plus tard, il est à nouveau placé en garde à vue. Michel Cuneau et ses hommes reviennent avec lui fouiller le terrain de la famille Métier. Il pensait qu'on avait enterré une voiture. Que mon garçon avait enterré une voiture, la voiture qui avait servi à Jean-Pierre Trébert pour transporter les corps. Alors, comme il pensait qu'il était complice, il pensait qu'il l'avait enterré là-haut. Détecteur de métaux à l'appui, les policiers inspectent l'exploitation des métiers. Car Jean-Pierre Trébert ne roulait pas qu'en Peugeot 205 au moment des faits. Des témoins l'ont vu à l'époque circuler en Renault Clio avec Nicolas Métier. Et cette voiture a disparu. Les policiers déterrent bien le moteur d'une Clio, mais ça n'est pas la bonne. En ce qui concerne Nicolas Métier, hormis cet ADN qui pouvait être commun, son emploi du temps qui pouvait être flou, son amitié avec Jean-Pierre Trébert et leur connivence sur certains faits, la disparition du véhicule, on n'a rien d'autre. Donc le juge d'instruction a décidé de le remettre en liberté à l'issue de la garde à vue. J'aurais bien aimé qu'il soit confronté directement avec monsieur le juge d'instruction dans son cabinet pour voir ce qu'il avait à dire en dehors de la garde à vue. Nous, on est arrivés au terme de la garde à vue, on ne pouvait pas aller plus loin. Les policiers sont agacés, les parties civiles aussi. Roland Giraud n'hésite pas à critiquer publiquement à la télévision le travail de la justice. Oui, il est vrai que le travail admirable que fait le policier enquêteur depuis 2 ans est contré systématiquement, et je le dis sous ma propre responsabilité, totalement, hein, ça n'engage que moi, est contré systématiquement par le jeune juge qui, lui, fait partie de ceux qui ont la faiblesse de ne pas faire vraiment ce qu'ils ont à faire. Voilà. Ouais. Pourquoi ne l'avez-vous pas mis en examen ? La non-mise en examen de Nicolas Métier est pour moi une évidence. Hein, et elle est basée sur une réalité scientifique, puisque ce qui met en cause principalement, c'est une histoire d'ADN. Le profil mitochondrial de Nicolas Métier, on le retrouve chez une personne sur 500. Une personne sur 500, à Sens, ça représente 80 personnes. À Paris, 5000 personnes. En France, 120 000 personnes. On ne met pas en examen une personne, alors qu'il peut s'agir de 120 000 autres. Et à la fin du dossier, on finira par établir que, selon toute vraisemblance, ce cheveu appartenait plutôt à une ancienne locataire des lieux qui, de surcroît, avait travaillé dans le grenier. Novembre 2005, ça fait plus d'1 an que Géraldine Giraud et Katia L'Herbier ont disparu. Les policiers n'ont pas chômé, mais on n'a pas beaucoup avancé depuis la découverte des corps. Un seul suspect, Jean-Pierre Trébert.
pas de mobile clair et toujours rien sur la date, le lieu et la manière dont les deux amis ont été tués. C'est alors qu'un nouveau témoignage fait rebondir l'affaire. Nouvel épisode dans l'affaire de l'assassinat de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. La tante de Géraldine, déjà placée une première fois en garde à vue, a été interpellée en même temps. 9 mois après sa précédente garde à vue, Marie-Christine Van Kempen est à nouveau arrêtée. Et cette fois, elle est mise en examen pour complicité d'assassinat. Patricia Darbo est également mise en examen pour recel d'escroquerie. Les deux femmes sont écrouées. C'est un nouveau témoignage recueilli par le commandant de police Cuneau qui a relancé l'affaire. Alors qu'il enquêtait à Fontainebleau sur l'entourage de Jean-Pierre Trébert, il est retourné poser des questions à la patronne d'une brasserie où Trébert et Patricia Darbo avaient leurs habitudes. Cette femme me dit, écoutez, il y a quelque chose qui me tracasse, il faut que je vous dise, ça fait depuis le début, mais j'ai pas osé vous le dire. Un jour, j'ai vu Jean-Pierre Trébert et Patricia Darbo parler avec une femme. Oui. Mais oui, et puis... Mais elle dit, cette femme, c'est celle qu'on voit dans les journaux, celle qu'on appelle la tante. Elle donne une description de sa tenue vestimentaire. Et dans cette description apparaît un manteau de fourrure très particulier. Elle me donne des détails sur ce manteau de fourrure. C'est un manteau de fourrure avec un col Mao, avec de couleur marron, avec des bandes, marron clair, marron foncé. Ce manteau de fourrure, il appartient à Ma Giraud, la mère de Géraldine, la femme de Roland. En tout cas, elle en possède un identique qu'elle affirme avoir prêté à sa sœur, Marie-Christine Van Kempen. Elle l'a récupéré en novembre 2004, après la disparition de sa fille. Marie-Christine Van Kempen dit « Mais non, ce manteau, je l'ai mis une fois. On trouve une photo, elle était avec le manteau. Mais je l'ai mis qu'une fois à une communion. » Donc on entend bien évidemment tout son entourage. Ils disent « Ben oui, on connaît son manteau, elle l'avait constamment avec elle. » Il y en a un qui nous dit « Mais je l'appelais Colargol avec ce manteau en fourrure. » Donc elle mettait ce manteau de façon habituelle. C'est clair. Pour les policiers, Marie-Christine Van Kempen ment. Si elle a bien rencontré en secret Jean-Pierre Trébert, c'est peut-être pour, en femme jalouse, lui commander le meurtre. Un scénario auquel Patricia Darbo aurait pris part par intérêt financier. Le 17 février 2006, le juge d'instruction organise une confrontation générale entre la patronne de la brasserie et les 3 mis en examen. Jean-Pierre Trébert, Patricia Darbo et Marie-Christine Van Kempen. La confrontation va durer 8 heures, mais elle ne donne rien. Chacun campe sur ses positions. Trébert et Darbo d'un côté, Van Kempen de l'autre, affirment qu'ils ne se connaissent pas. La patronne de la brasserie de Fontainebleau ne change pas d'avis, jusqu'à ce que son témoignage ne soit fragilisé. Maître Fresneau, ce témoin, cette patronne de brasserie qui vient tout à coup mettre en cause votre cliente en affirmant que, voilà, elle a assisté à une scène sans ambiguïté. Oui. Sur le moment, ça tient pour vous, ça ? Alors, ce sont les services de police qui la détectent. Ils l'interrogent officiellement. Et ils lui posent une première question de savoir si M. Trébert et Mme Darbo, qui fréquentaient son établissement de manière habituelle, étaient venus au cours du mois d'octobre 2004 avec d'autres personnes. Et Mme Nabias, au cours de cette première déposition, qui figure au dossier, répond « jamais ». Bien. Le chef de l'enquête lui montre à ce moment-là un album photographique. Madame Van Kempen est photographiée et dans cet album est en configuration physique exacte d'octobre 2004. C'est-à-dire qu'elle a les cheveux roux cuivrés, voire rouges. D'accord ? Madame Nabias a cette réaction exceptionnelle. Elle dit, à part Monsieur Trébert et Madame Darbo, je ne reconnais personne. Elle maintiendra cette position pendant une autre déposition qui sera prise 24 heures ou 48 heures après. Et à la
3e ou 4e audition par les mêmes services de police. Ils vont sortir non plus le document officiel fait par le juge d'instruction contenant les photographies des intéressés ou des protagonistes de ce dossier, mais une photocopie de la photographie en noir et blanc de Mme Van Kempen tirée du journal Paris Match. Et là, déclic extraordinaire, Mme Nabias va dire « Ah, mais je reconnais ». Elle était là avec Trébert. C'est cette personne-là qui est venue un jour avec M. Trébert et Mme Darboux dans mon établissement. Elle est blonde à ce moment-là, excusez-moi, elle est blonde à ce moment-là sur la photographie, car elle a changé de couleur de cheveux. Donc pour vous, il y a quoi, une manipulation, une volonté de manipuler on peut parler de manipulation. C'est ça que vous êtes en train de dire? Je ne suis pas loin. Que les policiers ont cherché absolument à l'impliquer C'est quand même étrange. C'est quand même étrange. Est-ce que ça a profondément marqué la vie de votre cliente, qui a été lavée de tout soupçon dans cette affaire? Oui. Oui, oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle s'en remettra sans doute jamais. Parce que, pour tout le monde? Parce qu'elle a été prise par l'opinion publique comme étant coupable, et les gens sont persuadés qu'il reste quelque chose, ou qu'il y a quelque chose. Michael Gir, ça fait 4 ans maintenant que l'instruction court. Vous décidez de renvoyer devant les assises Jean-Pierre Trébert et Jean-Pierre Trébert seul. Point. Il n'y a rien dans le dossier qui permette de renvoyer qui que ce soit d'autre comme complice. Il y a dans le dossier, et c'est ce qui a justifié des placements au garde à vue et des mises en examen, des éléments troublants pour les 2 femmes, Marie-Christine Van Kempen et Patricia Darboux. Mais leur mise en examen n'était concevable que parce que ce témoignage d'une serveuse de Fontainebleau est arrivé et a permis de nourrir le soupçon d'une rencontre à 3. Ce témoignage, il existe, il est réel, il est troublant, mais au bout du compte, il n'est corroboré par rien. Il y a eu tout au long de cette enquête l'hypothèse d'une complicité, d'un complice de Trébert, et vous vous êtes longtemps accroché à cet ADN retrouvé sur le ruban adhésif. Finalement, ça a donné quoi, cette piste-là? Cet ADN inconnu a été inscrit au fichier national automatisé des empreintes génétiques, qui a mouliné et puis a fini par nous sortir des rapprochements avec d'autres affaires. Et notre attention a été appelée par le fait que ces différentes affaires, qui n'avaient pas de lien en termes de nature, avaient été traitées par le même service de police. Donc, c'était l'ADN d'un policier? Les soupçons ont été confirmés. Il s'agissait effectivement de l'ADN d'un technicien en identification criminelle. Qui avait pollué la scène de crime. Qui avait pollué le scellé. Au bout de cette enquête, on a un coupable, mais sur le processus, c'est le vide, quoi. On a une personne qui est la dernière, jusqu'à preuve du contraire, à avoir vu Géraldine et Katia en vie. Une personne qui ment sur l'intégralité de ses relations avec les 2 jeunes femmes. Et puis une personne chez qui on va retrouver les 2 corps. Des victimes qui sont bâillonnées à l'aide du ruban adhésif orange, d'une marque bien particulière, qui est la même qui a servi à confectionner une arme de braqueur que l'on a retrouvée chez lui. Mais au final, sur ce qui s'est passé, on ne sait pas, quoi. On sait à peu près tout ce qui s'est passé jusqu'au 1er novembre à 20h10, et on sait qu'à 21h52 et 53, Jean-Pierre Trébert retire 250 € et 70 € avec les cartes bancaires des disparus à Villeneuve-sur-Yonne. Ce qui s'est passé au milieu, il n'y a que lui qui le sait, quoi. Ce qui s'est passé au milieu, effectivement, à tout le moins, Jean-Pierre Trébert n'a jamais donné d'explication crédible à ce qui a pu se passer ce soir-là. Et le dossier, et ça n'est pas une opinion, il démontre que Jean-Pierre Trébert est au cœur de l'histoire et qu'il a participé à ce qui s'est passé. La famille Giraud, elle, convaincue par son avocate de l'implication de Marie-Christine Van Kempen, fait appel de la décision du juge. Mais le 10 février 2009, la Cour d'appel de Paris confirme le non-lieu dont bénéficie Marie-Christine Van Kempen. Le procès de Jean-Pierre Trébert est prévu pour la fin de l'année 2009 et lui continue de dire qu'il est innocent. Une fois encore, Trébert se retrouve seul face à la justice, écrasé par les charges qui pèsent contre lui, mais constant dans ses dénégations.
Il se présente comme victime, victime de la justice, victime du juge d'instruction, victime de la chambre d'accusation, enfin victime de tout le monde, parce qu'il est enfermé. Parce qu'il est enfermé et qu'il crie son innocence. Michel Agrapard-Delmas a vu Trébert en mars 2008. Ça faisait plus de 3 ans qu'il était en prison. Et la psychologue a été frappée par l'ambiguïté de sa personnalité, très loin de l'image univoque donnée par la presse. L'homme des bois, oui, sûrement, il aimait beaucoup la nature. Mais il n'était pas que ça. C'était pas un génie intellectuel, mais c'était un homme d'une intelligence normale, mais surtout malin, futé, menteur, manipulateur. Malin, futé, certainement plus encore que les policiers ne l'avaient imaginé. Bonsoir et bienvenue à tous. Des centaines de gendarmes, des maîtres chiens, des hélicoptères, mais toujours aucun résultat. Jean-Pierre Trébert, 45 ans, accusé d'un double meurtre, poursuit donc sa cavale ce soir après son évasion hier à Auxerre. Le 8 septembre 2009, en fin de matinée, Jean-Pierre Trébert s'est évadé. Alors qu'il travaillait dans un atelier, il s'est dissimulé dans un carton avant de sauter du camion qui revenait vers son entrepôt. C'est ce type de carton, je l'ai posé sur cette palette et il m'a pas semblé anormal. Allez, on est parti! La prison a mis 8 heures pour se rendre compte de sa disparition. Une gigantesque chasse à l'homme commence. Un mandat d'arrêt international est émis à l'encontre de Trébert. Brusquement, cette évasion, qui est une évasion qui est bien montée, bien menée, sans prise d'otage, qui est relativement calme, cool, un peu drôle, entre guillemets, qui est un peu fantasque et qui lui ressemble d'ailleurs, tout d'un coup, il prenait une autre dimension, la dimension d'un type qui n'est pas du tout un imbécile. Trébert nargue les forces de l'ordre et il tient la France en haleine. Le fugitif sort le grand jeu. 1 semaine après son évasion, il expédie une lettre à l'hebdomadaire Marianne. C'est signé Jean-Pierre Trébert, je suis quand même l'affaire un petit peu, je sais de quoi il s'agit. Je me rends compte que c'est du sérieux et il authentifie son document en envoyant sa carte de détenu de la prison, la maison d'arrêt d'Auxerre avec le numéro. Dans ce courrier manuscrit, Trébert crie son innocence et dénonce une instruction à charge. Il serait victime d'un complot ourdi par les vrais tueurs de Katia et Géraldine. La presse reproduit bientôt d'autres lettres, celles que Trébert envoie à Blandine, une amie dont il est amoureux. Il y raconte sa vie dans les bois. Koh-Lanta, c'est du pipi de chat à côté de ce que je fais. Ultime pied de nez à la police, Trébert cache ses lettres au pied d'un arbre sur lequel il a gravé un cœur pour sa belle. Résultat des opérations, bien évidemment, toute la presse va s'attacher, enfin une certaine partie de la presse, restons polis, va s'attacher au basque de Jean-Pierre Trébert, va reconstituer un petit peu ses pseudos allées et venues dans la forêt, comme s'il était en train de manger des glands et de se nourrir de je ne sais trop quelle baie sauvage et d'aller laper dans les ruisseaux. On était au-delà du délire. Bon, là, il s'agit de l'assassin de 2 personnes, quoi. C'est pas, encore une fois, c'est pas un voleur de mobilette. Hein. C'est pas un simple escroc à la carte bleue. Hein. Il a tué 2 personnes. Donc que l'opinion, enfin en tout cas qu'une certaine opinion publique baignée par une certaine presse en arrive à se dire que c'est un pauvre Robin des Bois, qu'il a une Marianne à qui il écrit et pour qui il grave un cœur, je trouve ça pathétique, quoi. Pathétique. Jean-Pierre Trébert se joue depuis 5 semaines de toutes les polices de France et on apprend maintenant que des caméras de surveillance des forces de l'ordre l'ont filmé en pleine rue, mais sans permettre son arrestation. C'est le Figaro Magazine qui diffuse ces images. Les photos font scandale. On y voit Trébert en train de déambuler dans les rues de Bréau, un village de Seine-et-Marne. Les policiers sont encore passés à côté. Le 20 novembre, la folle équipée s'achève. On le croyait caché dans la forêt. Jean-Pierre Trébert se planquait dans un appartement miteux du centre-ville de Melun. Un refuge que lui avait procuré un de ses amis. L'homme des bois n'était pas dans les bois. Cette cavale est censée être une cavale pour prouver son innocence. Or, en réalité, rien ne sera amené par Trébert
que des divagations qu'il a déjà agitées au moment de l'instruction. Et on verra surtout que s'il avait été la victime de tueurs, et finalement, il les aurait protégés par son silence. Ces tueurs auraient été en dette avec lui. Et donc, ils auraient été ô combien intéressés soit à le liquider, soit au contraire à lui donner les moyens de partir très loin. Or, on voit bien que sa cavale met à néant cette thèse des tiers qui seraient intervenus et on voit bien que ce crime, c'est son crime, et qu'il n'y a pas d'autres personnes à incriminer dans cette affaire. Après 74 jours de cavale, Jean-Pierre Trébert retourne en prison. À Fleury-Mérogis cette fois, à l'isolement, jusqu'à son procès prévu au printemps 2010. Mais l'homme utilise sa dernière liberté. Lui qui avait toujours dit qu'il ne se déroberait pas à la justice, se suicide le 20 février. À 2 mois de son procès, il se pend dans sa cellule. Il avait écrit qu'il irait au procès, je n'y croyais pas. Déjà, je savais très bien qu'il n'accepterait pas de se retrouver face à des juges, face à des jurés, face à des témoins qui diraient des choses, des vérités finalement. Eh bien, il n'aurait pas supporté d'entendre tout ça. Un nouveau coup dur pour les parents de Katia et de Géraldine. Il y a toujours la frustration du sentiment d'inachevé. Mais en même temps, il n'y a pas d'impunité pour celui qui a causé la mort de Géraldine. Dans l'esprit de la famille de Géraldine Giraud, dans mon esprit, il n'y a pas de doute que celui qui était responsable avait été arrêté, identifié et qu'il devait être traduit en justice. Philippe L'Herbier, comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de l'évasion d'abord, puis du suicide de Jean-Pierre Trébert? Il y a eu un enchaînement terrible. Oui. L'évasion. Oui, l'évasion et puis encore plus les lettres, les correspondances entre Jean-Pierre Trébert et les médias. C'est vrai qu'avec notre famille, ça nous a mis dans une rage assez terrible parce que... Rage? Ouais, vraiment, parce que... Il se moquait de nous, quoi, en fait, en écrivant toutes ces lettres. C'était vraiment assez difficile à vivre, quoi. On nous prend Katia, et finalement, on attend un procès, on attend cet affrontement, quoi, de pouvoir le regarder enfin dans les yeux. C'est ce que la justice un peu nous permet en France, de pouvoir affronter l'assassin de votre sœur, ou de votre fille, de votre amie, en tout cas. Et ça, ils nous en privaient. Donc, ils nous privent de Katia, ils nous privent d'un jugement qu'on attendait. Le suicide, c'est l'issue la plus défavorable qu'on pouvait avoir, quoi, parce que c'est un peu une partie de poker où la personne joue sa dernière carte, quoi. Et finalement, il gagne en faisant ça, quoi. Il gagne? Ouais, parce que finalement, il restera toujours dans la présomption d'innocence, quoi. Il sera jamais reconnu coupable par un jury, par des magistrats. Parce que pendant l'évasion et à l'annonce du suicide, votre conviction à vous et à toute votre famille, c'est qu'il est l'assassin. Il n'y a pas de place pour le doute. À la lecture du dossier, et surtout de tous les procès-verbaux concernant ces interrogatoires, et pendant sa garde à vue, et ensuite par le juge d'instruction, une fois qu'il est accusé, ne laisse vraiment aucun doute, quoi. Donc, il était bien sûr coupable du meurtre de Katia et Géraldine, sans aucun doute. Le dossier est désormais clos et Jean-Pierre Trébert, pour l'éternité, est innocent. Les familles des victimes restent avec leurs chagrins, leurs interrogations. Sans doute ne sauront-elles jamais ce qui est arrivé à Géraldine Giraud et à Katia L'Herbier le soir de la Toussaint 2004, juste après 20h10.